Bonjour tout le monde. Donc je voudrais vous parler maintenant de la pleine lune qui aura lieu le 17 octobre 2024 à 13h26 ou 11h26 en temps universel à partir de Paris. Elle va nous montrer notre besoin, notre recherche d'équilibre entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. La dominante élémentaire se situe très nettement en eau, suivie de près par l'air, un petit peu de terre et de feu pour soutenir tout cela. Et au niveau des énergies cardinales fixes et mutables, on a une très très nette énergie cardinale pour un peu d'énergie fixe et mutable. Donc ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'émotivité, beaucoup d'énergie, d'émotion, ainsi qu'une ambiance à vouloir à l'intérieur de soi pousser au changement. Une pleine lune, c'est quand il y a une opposition du soleil et de la lune dans le thème. Et là, on a le soleil qui se situe à 24 degrés de la balance, tandis que la lune est au même degré en face en bélier. Ils ont chacun une caractéristique qui sont accompagnés d'astéroïdes qui vont teinter les luminaires des couleurs que portent ces astéroïdes. Donc je ferai un petit focus particulier sur Junon et je vous parlerai également un petit peu de Chiron et d'Éris qui, eux, accompagnent la Lune. L'axe Bélier-Balance est beaucoup travaillé ces temps-ci, puisque l'axe d'incarnation se situe également dans ces deux signes-là. Et donc cela fait un moment que l'on cherche un point d'équilibre entre soi et l'autre dans la relation. Et là, ça va vraiment travailler au niveau de la vie de famille, de notre terre, de nos bases, de notre foyer, de nos relations, la façon dont on se place dans notre famille, et en rapport et en lien avec la maison professionnelle qui se situe en face, elle-même, dans le signe de la Balance. Dans les placements planétaires, on peut voir dans les transits un grand carré d'évolution qui implique les 4 éléments. On a le Soleil conjoint à Junon en Balance, Pluton en Capricorne, la Lune conjointe à Éris en Bélier et Mars en Cancer. Donc cela nous fait vraiment un grand carré comme ça, vous pouvez voir la figure que j'ai pu colorier, qui vous montre une grande tension d'évolution dans cette pleine lune. Parmi les grandes tensions de cette pleine lune, il y a également Mercure qui fait un carré à Pluton et Jupiter qui fait un carré également à Saturne, également un carré à Neptune et une opposition à l'ascendant. Donc ça nous fait quand même de très très belles tensions d'évolution, plus les autres tensions qui sont également présentes. Mais on peut voir également de très belles figures qui sont représentées en bleu dans le graphique, avec un grand rectangle très intéressant et des trigones notamment en eau qui vont pouvoir nous raconter plein de choses également, et je vais rentrer dans le détail de tous ces transits en fait. Dans cette pleine lune, un focus est fait sur l'astéroïde Junon, puisqu'elle est conjointe au degré près avec le Soleil, qui du coup va éclairer tous les aspects qui représentent les caractéristiques de Junon. Junon, c'est une figure majeure de la mythologie romaine. Elle est souvent comparée à Héra dans la mythologie grecque. On dit que c'est la reine des dieux, l'épouse de Jupiter, donc la déesse du mariage, de la maternité, de la famille. Elle est la reine des dieux. En tant qu'épouse de Jupiter, elle règne sur le mont Olympe, qui est la résidence des dieux. Elle est donc la déesse du mariage, la protectrice du mariage et de la famille, et les Romains l'invoquaient lors des cérémonies nuptiales pour assurer la fécondité et la stabilité du couple. Elle est la déesse de la maternité et associée à la naissance, à l'allaitement. C'est pour ça qu'on la voit souvent représentée allaitant un bébé. Elle est une part du féminin de la femme, elle symbolise la féminité, la beauté, la force, et est souvent représentée avec un pan, symbole de majesté, d'immortalité.
Elle représente également les valeurs féminines telles que la loyauté, bien sûr la maternité, elle protège, et c'est un modèle. Elle influe sur la culture. Cela nous parle aussi un peu de la façon dont le féminin, la femme, peut être jalouse des amours de Jupiter dans cette histoire-là. Cela représente Junon, c'est aussi la femme bafouée qui est trahie, trompée par son époux et qui reste parce qu'elle a des valeurs très puissantes qui l'animent. Donc, au-delà du mariage, c'est son intégrité à elle qui est mise en jeu. Junon est associée donc au mariage, à la famille en astrologie, et son influence s'étend bien au-delà de ces aspects dans les relations humaines. Elle parle des dynamiques relationnelles, elle nous renseigne sur la façon dont nous nous engageons dans les relations, quel type de partenaire nous attirons et comment nous gérons les conflits. Ce sont les valeurs personnelles dans le couple. Elle aide à comprendre quelles sont nos attentes en matière de partenariat, nos besoins affectifs et nos limites. On parle beaucoup d'idéalisation dans Junon. Ce sont les patterns relationnels, car quand on analyse la position de Junon dans un thème astral, par exemple, on peut identifier des tendances récurrentes dans nos relations amoureuses ou amicales. C'est bien sûr le choix du partenaire, quels sont ses traits de caractère qui nous attirent chez l'autre, quelles sont les valeurs que nous cherchons, les différences que nous traquons, la nature de l'engagement. Comment nous envisageons cela et comment nous nous voyons plutôt indépendants ou fusionnels. Bien sûr, Junon va parler des conflits, des compromis et bien entendu comment nous gérons les désaccords et l'endroit où nous sommes prêts à faire des concessions en nous. Elle peut aussi évoquer la notion de propriété et la façon dont nous percevons nos relations avec l'autre. Sommes-nous possessifs, indépendants? Avons-nous des comportements pathologiques par rapport à l'autre? Alors finalement, pour donner une couleur plus générale à Junon, en astrologie, on pourrait dire qu'elle gère nos besoins relationnels, notre façon d'aimer et d'être aimé, les dynamiques qui se jouent dans nos relations. Elle reste associée au mariage et malgré tout, quand on observe Junon dans le thème, on peut voir l'endroit où il y a des blessures par trahison ou par manque de bienveillance. Donc dans la tension qu'est la pleine lune, qui est une opposition du soleil à la lune, assortie d'un soleil qui est accompagné de Junon, mais pas seulement, puisqu'il est également accompagné des lunes noires, et quand dans des orbes plus lointaines, il est dans l'ambiance d'un amas général où se situe le nœud sud et Mercure, face à une lune très sensible, émotionnelle, qui, elle, est accompagnée de l'astéroïde Eris et de Chiron, le guérisseur. Donc, il y a une opposition de la maison 4 et de la maison 10 donc la lune se situe dans sa maison, on va dire quelque part, puisqu'elle est la maîtresse de la maison 4 et du cancer. Donc, une configuration comme ça, qu'est-ce que ça pourrait signifier? Eh bien, c'est une configuration explosive et transformatrice. La maison 10 correspond à la carrière, à la réputation, au statut social, aux fortes ambitions et au désir de reconnaissance. Alors quand la lune noire vient teinter cet aspect-là, elle ajoute une dimension sombre, complexe à cette aspiration, suggérant des blocages, des frustrations ou des secrets qui sont liés à la sphère professionnelle ou dans notre accomplissement personnel. Pourtant, un Mercure Balance est diplomate et Saturne aussi, qui est en bon aspect, va aider à créer une structure mentale, intellectuelle, des idées plus claires, mais opposé à un Chiron et une lune en face, on va avoir une grande émotivité et une difficulté à trouver un équilibre entre ses besoins personnels et les besoins
professionnelle. Cela est renforcé par le fait que Eris, l'astéroïde de la discorde, du chaos, qui amène à se poser la question de comment retrouver un équilibre et une unité en nous, se trouve également conjoint au degré près de la Lune. Donc il y a une quête profonde de retrouver son équilibre dans ses besoins personnels. Et en face, il y a quelque chose qui pousse très très fort à la transformation dans le signe de la Balance accolé au Soleil en face. La Lune, Éris, Chiron en maison 4 Bélier va nous parler du foyer, de la famille, de nos racines et suggère une profonde blessure émotionnelle liée au passé. Éris va renforcer cette idée dans les conflits et la discorde, comme je l'ai dit, tandis que Chiron, lui, va souligner la nécessité de guérison de ces blessures pour se sentir en paix. Donc il y a un désir d'affirmation et d'accomplissement et qui est visible tout en luttant contre des blessures profondes liées à sa famille et à son passé. Donc il y a des conflits entre les aspirations professionnelles et les besoins familiaux, ce qui va créer des tensions internes et des difficultés à concilier ces deux aspects-là, la vie professionnelle et la vie personnelle, avec un besoin de reconnaissance, d'affirmation de soi, mais avec une peur de l'échec et du rejet, plus Pluton qui est impliqué dans cet échange-là pour créer des tensions supplémentaires. Il y a donc un besoin de guérir des blessures émotionnelles profondes, avec une tendance à la manipulation ou à l'agressivité passive. Alors il est probable qu'il soit nécessaire de travailler sur l'estime de soi tout en acceptant ses qualités et ses défauts, et d'apprendre à communiquer ses besoins et émotions afin de fluidifier la guérison qui est proposée des blessures du passé. Donc très clairement, c'est ce que j'écris dans le titre, c'est de trouver un équilibre entre cette vie professionnelle et cette vie personnelle. Donc la vie est faite de haut et de bas. Il nous est vraiment proposé de l'accepter. On n'est pas toujours d'humeur égale. Et si on rajoute un besoin de contrôle dans ce qui est proposé, on va bloquer le système émotionnel, alors qu'une transformation permet de purifier et d'assainir, même si les conflits intérieurs peuvent être violents et perturbant, que Mars va aussi créer une amplification des tensions. Il y a des difficultés à exprimer ces émotions, et pourtant le Mercure est en Balance. C'est quelque chose qui pourrait être fluide, mais qui ne l'est pas, parce que justement Pluton est là à travailler ce Mercure en lui demandant de se transformer, de transformer son mode de pensée, ses croyances, de sortir des paradigmes anciens, désuets, complètement has-been, obsolètes, et de se percevoir et percevoir les relations depuis un point de vue différent. Oui, on peut sentir avec Junon collé comme ça au soleil qu'il y a des trahisons qui sont pas passées, et qu'il faut du temps pour pouvoir pardonner et clarifier les relations en libérant la parole, libérant les non-dits et en acceptant que nul n'est parfait. On est soi-même parfois amené à blesser des gens sans le vouloir, et on a pu être soi-même blessé, et ce n'est pas forcément intentionnel. On va passer sur un aspect évolutif, mais on va dire un petit peu plus positif. C'est ce grand cerf-volant que je vous ai aussi matérialisé dans les figures bleues au centre, dont la pointe est sur Pluton, qui se situe, lui, en maison 1. Cette position est déjà extrêmement puissante. Pluton en maison 1, c'est puissant en soi. Alors Pluton, c'est la planète du Scorpion, la planète de la transformation et de la régénération. Donc en maison 1, il va nous parler, c'est la maison du soi, d'une identité sociale aussi, qui suggère qu'il y a des transformations profondes au niveau de son identité. Dans ce cerf-volant, Vénus est impliquée, elle est en maison 11, en Scorpion. Elle travaille les relations en profondeur, avec intensité et avec complexité. On peut
voir que ça joue également, pas que dans la famille, mais aussi dans les amitiés très intimes ou dans les groupes d'appartenance qui ont une influence profonde sur notre identité. C'est notre carte d'identité sociale qui est travaillée, nos valeurs profondément. Mars en Cancer, en maison 7, est lui aussi impliqué, qui peut exprimer une colère de manière passive, refoulée avec peut-être des frustrations ou qui a du mal à établir des limites dans ses relations. Mars, ça nous parle de notre façon d'agir, mais c'est aussi notre polarité masculine ou l'homme perçu par la femme, de même que Vénus, c'est notre polarité féminine ou la femme perçue par l'homme. Donc là, avec un Mars en Cancer comme ça, dans la maison 7, qui est la maison du couple et des relations, on peut voir qu'il y a des conflits qui peuvent être récurrents dans les couples et que la passion n'est pas forcément au rendez-vous. On est plus sur quelque chose qui a pu miner l'émotionnel avec le temps, en profondeur et qui a du mal à s'exprimer. Ça peut être également dans les partenariats, les associations, c'est pas que le couple. Mais étant donné que Junon est extrêmement mise en valeur, éclairée par le soleil et impliquée profondément en Balance, qui est la maison en analogie, c'est la maison relationnelle, la maison 7 aussi. Donc là, on sent que c'est vraiment, ça touche la sphère du couple et des relations très proches. Hein. Donc on a vraiment des choses à éclaircir avec nos partenaires, dans nos couples, dans nos relations proches, des choses qui ont besoin d'être transformées, même transmutées, parce qu'un Pluton, il y va fort, il est le volcan, il ramène une passion qui peut être extrêmement explosive ou destructive, d'autant plus que Mars, quand même, il est à la pointe opposée de ce cerf-volant et il va pousser tout ça. Et on verra que, en plus, ce cerf-volant se situe dans une zone interceptée. Ce Mars et ce Pluton sont interceptés dans l'axe Cancer-Capricorne, qui est quand même un axe où déjà il y a beaucoup de difficultés à aller dans l'expression de ces ressentis. Et puis dans ce cerf-volant, on a aussi Neptune, Poisson en maison 3, qui est dans une position très imaginative et intuitive, qui va ramener de l'empathie avec une plus grande capacité à aller vers l'autre et dans la fratrie, toujours avec une tendance à apporter des illusions ou des idéalisations vis-à-vis des autres. C'est aussi une des caractéristiques de Junon que d'être dans l'idéalisation. Donc en fait, nous devrions peut-être à un moment accepter d'arrêter d'idéaliser l'autre et de le voir tel qu'il est avec ses qualités, ses défauts, comme nous voudrions nous-mêmes être acceptés pour ce que nous sommes avec nos qualités, nos défauts. Et en plus, nous sommes en totale évolution permanente, donc peut-être tenter, si c'est possible, de cesser de ressasser le passé, les vieilles histoires, les vieilles rengaines, les vieilles rancunes, et mettre tout cela sur la table pour pouvoir faire évoluer et libérer la parole et l'énergie afin que les relations se fluidifient. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup d'eau dans cette pleine lune. Donc, toutes ces eaux, ça peuvent être des eaux émotionnelles, des remontées, des pleurs, des crises d'identité également, ne plus se sentir bien à côté de l'autre. Il peut y avoir des clashs, des envies de séparation et des choses qui viennent comme ça nous dire j'en peux plus. Mais ça peut être aussi une eau bénéfique qui vient laver comme une douche de lumière, des douches d'amour qu'on peut recevoir aussi, car Neptune envoie aussi sa douce lumière pour pouvoir nous guider. Elle est une bonne étoile qui nous guide aussi vers nos aspirations. Donc Pluton étant à la pointe, il agit comme un catalyseur pour toutes ces énergies et il peut provoquer des crises existentielles profondes, des transformations radicales de la personnalité et une exploration des profondeurs de l'âme. C'est vraiment une constante et une grosse évolution qui nous est demandé de vivre parce que les croyances bougent, nos identités bougent en fonction des croyances que nous entretenons et nous sommes susceptibles de subir beaucoup de conflits profonds en profondeur.
Parce que cette tension entre le désir d'intimité dont va nous parler une Vénus en Scorpion et la peur de l'abandon qui peut être révélée par un Mars en Cancer et une Neptune qui va ajouter une dimension spirituelle et intuitive peut créer aussi beaucoup, beaucoup de confusion. Attention aux paroles que nous allons prononcer, à ne pas regretter aussi d'en avoir trop dit ou d'en avoir trop fait. Pluton en pointe, il pousse aussi à aller au-delà de toutes nos austérités, puisqu'il se situe également en Capricorne. Il y a quelque chose, voilà, on est parfois un peu avare, on a un peu des oursins émotionnels dans nos poches qu'on ne veut pas aller voir. Et il nous est demandé ici de nous réinventer et de nous transformer pour une meilleure intégration de toutes ces énergies et vivre de profonds et de grands changements radicaux. Il faut noter quand même que Pluton va redevenir direct le 12 octobre 2024 et que son énergie qui était un peu endormie, un peu moins virulente en mode rétrograde, va repasser en mode direct et puis il va nous accompagner jusqu'au passage autour du 20 novembre en Verseau, où là, il va rentrer vraiment pour s'installer dans cette énergie pendant une vingtaine d'années. Donc c'est important, on est sur les derniers assauts d'un Pluton en Capricorne qui finit de réformer toutes nos vieilles structures, notre rapport à l'autorité, notre rapport à l'autre, je le redis encore et encore, au patriarcat. Et là, il y a quand même les polarités bougent en nous, ça bouge dans nos relations, ça bouge avec les autres. On est quand même dans une tempête assez forte émotionnelle qui implique de garder son cap et de garder un très très bon ancrage pour ne pas se retrouver en PLS. Il y a une grande confusion et des défis qui sont en route et il serait bien et nécessaire, je pense, et je le ressens comme ça, de se connecter à son intuition, d'écouter sa voix intérieure et de faire confiance à ses instincts. Car on a besoin d'explorer évidemment sa spiritualité ou sa philosophie. Enfin, tout ça, ça peut se regrouper en un seul terme qui peut être le sens que l'on donne à sa vie. D'accepter évidemment les changements qui sont inévitables sans résister et d'embrasser l'expérience qu'est la vie. D'être dans la communication avec les autres, une communication saine et ouverte pour pouvoir justement développer de façon beaucoup plus sereine et saine son intuition. Ça donne comme ça des antennes qui sont très très fortes avec les énergies plutoniennes, neptuniennes, le poisson, tout ça. Et n'oublions pas qu'un Saturne poisson, il est là encore aussi pour nous aider à sortir de nos illusions. Jupiter est dans une position riche et complexe, toujours axée sur une configuration relationnelle de communication et de transformation personnelle. Alors, le message se répète. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la chance, et il est fort ici dans cette pleine lune. Il est en maison 7, il est sur la porte de la maison 7, il va attirer évidemment la chance et l'opportunité dans les relations, en élargissant nos horizons avec cœur et avec nos partenaires. D'autant plus que Fortuna, la part de chance, est conjointe au degré près, donc à Jupiter qui lui-même est conjoint à cette maison 7. Donc nous sommes soutenus, nous sommes aidés, nous sommes profondément poussés à aller faire ce travail d'amour dans les relations. De plus, Jupiter fait un trigone, donc un aspect positif au Soleil, Junon, les lunes noires en Balance, un trio qui va suggérer et souligner l'importance d'un équilibre, de la justice, de la coopération dans les relations, qui recherche des partenariats harmonieux et une possibilité de faire des compromis. Attention, les lunes noires sont quand même présentes, donc les schémas relationnels récurrents difficiles liés à des insécurités ou à des peurs d'abandon peuvent aussi remonter, et c'est le but. On ne peut traiter une chose que dans son ensemble, dans toutes ses polarités les plus généreuses et positives et les plus délicates, évidemment.
tout cas, ça bosse terriblement. La Lune, Éris et Chiron en maison 4 en conjonction vont apporter une bonne compatibilité entre notre vie personnelle et notre vie sociale aussi, avec ce joli petit sextile discret, mais qui est bien présent avec Jupiter conjoint à la part de chance, maison 7. Voilà, on y a un désir d'expansion dans les relations aussi, hein. C'est de ça dont peut nous parler Jupiter. Éris et Chiron, eux, vont suggérer cependant qu'il y a des blessures et des émotions profondes qui sont liées à la famille et au passé. Donc ça, on l'a déjà vu, c'est encore renforcé aussi. Et Jupiter fait donc un carré à Saturne. Alors là, on peut y voir plutôt une tension entre le désir d'expansion et le besoin de sécurité, où on a du mal à trouver l'équilibre entre les ambitions et les responsabilités. Il peut y avoir quelques peurs de l'engagement, et pourtant, il y a un grand potentiel de croissance. Donc nous devrions peut-être apprendre à gérer nos émotions et trouver un équilibre entre nos différents désirs et besoins. Attention à ne pas se perdre dans le désir de l'autre et de garder tout de même une très bonne communication qui ne soit pas trop directe et intense ou piquante, agressive, telle que peut le faire parfois un Mercure en Scorpion, qui irait vers un côté destructeur, cassant, blessant, et ce n'est évidemment pas la proposition pour pacifier ce qui se passe dans le signe de la Balance. Nous avons tout de même un profond besoin de spiritualité, de sens qui va nous aider à trouver ce que moi j'appelle la voie du milieu, qui est le point d'équilibre de la Balance où les deux plateaux s'équilibrent enfin. Nous devons penser à cultiver notre indépendance et à admettre que nous devrions plus nous faire confiance. Oui, en communiquant ouvertement nos émotions de manière calme et claire, avec honnêteté. Parce que finalement, le signe du Cancer dans lequel nous irons très prochainement après la Balance est un signe qui est souvent méconnu et stigmatisé dans ses aspects tyrans, alors que c'est un signe extrêmement fidèle, sensible, hyper connecté, qui porte en lui c'est un signe d'eau, mais qui porte en lui une flamme incroyable, qui est un phénix, hein. Donc quand on contacte son authenticité, son intégrité, son honnêteté, on est pleinement dans l'énergie du Scorpion. Alors ça nous permet de mettre dans le foyer tout ce que nous ne voulons plus, tout ce que nous voulons détruire, tout ce que nous ne voulons plus créer, tout en gardant ce feu intérieur et cette croyance, cette foi que nous pouvons renaître de nos cendres. Donc ce fameux équilibre que nous souhaiterions trouver entre nos propres désirs et toutes les responsabilités que ce monde nous demande de nous porter, nous apporte la possibilité d'avoir une santé émotionnelle plus fluide, plus juste, dont il faut prendre soin et se détendre dans cette expérience pour pouvoir oser se ressourcer et surtout oser plonger dans la saison du Scorpion qui arrive. Parce que déjà là, on a une petite tendance à la dépression saisonnière, on a parfois l'impression, d'après les dires, les ressentis, qu'on n'a pas eu d'été, que le printemps était pas ressourçant, et là nous sommes déjà dans les profondeurs de ces énergies. Cette pleine lune est quand même extrêmement confrontante dans les relations. N'oublions pas que la solution n'est pas de se replier, mais de s'observer pour pouvoir mieux retourner vers l'autre avec une ouverture de cœur qui soit équilibrée, juste et saine pour tout le monde. Dire ce que l'on a à dire sans le blesser et ne pas s'oublier soi au passage. Alors, l'interception. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'aime bien observer s'il y a des interceptions dans un thème. Et oui, parce que c'est un concept qui est fascinant, qui va ajouter une couche de complexité à l'interprétation d'un thème ou d'un placement comme là pour une pleine lune. Imaginez que ce soit comme que votre maison astrologique là qui est interceptée, ce soit comme une pièce. Alors normalement, voilà, elle est meublée, il se passe plein de choses, ça reflète les énergies de ce lieu. Quand cette maison, elle est interceptée, c'est comme si cette pièce était vide ou presque.
s'il n'y a pas de placement dedans ou si elle est interceptée comme ça, on n'y retrouve pas l'énergie directement, elle n'est pas directement accessible. Le signe qui est intercepté, il est comme pris en sandwich entre les autres signes qui délimitent cette maison. C'est quoi l'impact alors sur un signe intercepté? Eh ben, il peut être vu comme un potentiel non entièrement exprimé. Les énergies de ce signe sont présentes, mais elles sont moins visibles, moins directes. Cela peut se traduire de plein de manières différentes, hein. Une grande intériorisation, alors voilà, ces qualités, les qualités ici du Cancer et du Capricorne sont pas visibles. On peut sentir comme une frustration, tout un tas de petites tensions intérieures qui amènent ce signe à ressentir comme un blocage dans la manifestation ou des sentiments d'incomplétude. Ou montrer un développement plus lent, car les qualités de ce signe intercepté peuvent se mettre au ralenti, comme un peu en mode rétrograde. Il peut y avoir beaucoup plus de temps qui va passer pour pouvoir se réaliser. La notion d'effort est très présente pour intégrer pleinement ce qui se raconte dans l'histoire. Donc ce signe intercepté, c'est pas une énergie qui est inexistante ou perdue, c'est plutôt une énergie qui demande à être explorée et développée, qui peut représenter aussi, je dirais, un potentiel caché, des talents à découvrir ou des défis à surmonter. Alors pour une interception précise, il faut prendre en compte vraiment plusieurs facteurs en fait, hein. Ça va offrir des clés pour comprendre les dynamiques intérieures d'une personne ou d'un placement et tous les défis qu'on va pouvoir rencontrer. L'ascendant en Sagittaire ouvre l'interception, en fait, qui donc lui, le Sagittaire a une quête profonde de sens, on en a parlé, de vérité, tiens, ça tombe bien. On est en recherche de notre propre philosophie de vie. Et puis, la cuspide suivante se trouve en Verseau. C'est bien pour ça qu'on dit que le Capricorne est intercepté. Le Verseau, lui, a une dimension plus détachée, plus indépendante et peut avoir plus de mal à s'identifier à une communauté spécifique. Il y a beaucoup de complexité dans cette interception, mais on pourrait se sentir un peu comme un outsider, se sentir rejeté ou ne pas appartenir à quoi? À la communauté, c'est-à-dire avoir un sentiment d'étrangeté dans sa vie. Le Cancer en face, qui lui aussi est en zone interceptée, peut révéler des peurs liées à l'insécurité ou d'agir avec un très grand besoin de protection, voire de repli, d'infantilisation ou de syndrome de Peter Pan, de ne plus vouloir agir, vouloir rester un enfant, avoir puisque c'est la maison 7 qui est impliquée dans cette interception, d'avoir une communication très immature. Pluton et la planète Cérès en Capricorne dans cette zone interceptée vont montrer qu'il y a des ambitions sociales et qu'il y a un besoin, vraiment une priorité qui va être mise pour rechercher de la sécurité et de la stabilité, avec un attachement fort à ses racines et toujours et encore cette fameuse quête de sens. Que faisons-nous pour réaliser nos rêves? Qu'est-ce que nous suivons à l'intérieur de nous comme petite voix qui nous dit: «Oh, mais tu as toujours eu envie de faire ça, ça c'est bon pour toi» et puis il y a toutes les tensions qui disent: «Ah oui, mais là, ça, tu vas pas pouvoir en vivre, ah ça c'est dangereux, oh, la conjoncture actuelle, la conjoncture actuelle est compliquée, il faut que tu restes bien tranquille» et voilà, cela va générer une forte intériorisation en Cancer avec un fort repli et des difficultés du coup à exprimer ses sentiments, avec création de blocages secondaires, d'incomplétude, de frustration et toujours des efforts qui vont nous montrer à quel point nous avons du mal à nous impliquer. Mars, c'est vraiment l'implication. Cela va révéler qu'il y a des potentiels qui sont cachés, des talents à découvrir et beaucoup de défis à surmonter. Donc ce Capricorne intercepté en maison 1 avec Pluton qui nous parle de notre personnalité
profonde également, hein, qui va se faire de façon plus lente, plus introspective, avec un besoin, comme je l'ai dit plusieurs fois, de sécurité et de recherche de fondements solides, hein. En Capricorne, on est vraiment sur quelque chose qui s'ancre profondément dans la terre, hein. C'est vraiment la terre froide, la terre de Saturne, ancrée, mais qui a du mal à s'exprimer, à exprimer ouvertement ses émotions. Et on peut avoir aussi l'impression, avec Cérès en Capricorne, qu'on ne récolte pas le fruit de nos efforts. Tout le travail que l'on a accompli comme ça, j'ai travaillé, j'ai mis beaucoup d'énergie, j'y suis allée, pourquoi je récolte pas et pourquoi ça vient pas? Mais oui, c'est tout ça derrière. On est sur des énergies d'ambition refoulées, peut-être même de timidité, où on manque de confiance en soi, en sa capacité à récolter, comme je viens de le dire, et à se transformer. Donc ce fameux Cancer en face aussi finit dans la maison 7 des relations du couple de nous parler de la difficile expression effectivement de nos émotions, également par rapport à la famille, dans les relations, à reconnaître qui l'on est dans son clan, dans sa fratrie, dans sa famille, dans ses bases, et toujours ce fameux sentiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'étrangeté, avec malgré tout ce fort besoin de sécurité dans les relations et dans nos bases, dans notre environnement familial. Et cette nécessité qu'il y a à concilier avec l'autre et avec nos désirs d'indépendance qui sont présents crée de fortes peurs liées à notre intimité, et également ça réveille toutes les peurs d'abandon. Donc là, ça serait quand même assez intéressant de rejoindre des groupes, des groupes thérapeutiques ou des solutions où on va trouver comme ça des moyens de déblayer un petit peu tous ces blocages énergétiques. Finalement, cela revient à dire qu'en ce moment, on a du mal à trouver sa place. Pourtant, les relations sont riches, elles sont nourrissantes, mais on ressent comme une profonde difficulté. Alors, on pourrait profiter de l'invitation à descendre en soi à l'automne, là, pour méditer, réviser ses valeurs et ses priorités, sa façon de communiquer, évidemment, choisir ses partenaires et ses relations avec sagesse. Parfois, il est utile de suivre un petit peu ce que dit la tête et de pas toujours repartir en mode démarrage à fond que peut proposer aussi parfois une Vénus en Scorpion. Bon, là, elle va sortir, hein, elle va rentrer en Sagittaire le lendemain de cette pleine lune, et donc elle va passer du mode Scorpion au mode Sagittaire. Bon, c'est des modes, enfin c'est des énergies qui se suivent, hein. Donc elle va avoir elle aussi besoin de trouver plus de valeur en elle, sa quête, elle va activer son feu, ça va lui faire du bien, hein, elle n'est pas très à l'aise, Vénus en Scorpion, en Sagittaire, elle retrouve un peu de dynamisme et elle va vers cette quête, hein, elle a besoin de s'exprimer, donc voilà. Mais en attendant, à la pleine lune, elle est quand même en Scorpion. Donc il est intéressant de souligner que l'on est invité à cultiver son autonomie, même si c'est difficile, de se faire aider si besoin, pour cesser aussi de vampiriser les autres, de se servir des autres comme c'est pas très joli, mais l'image est parlante, de poubelles émotionnelles, que nous devons être responsables de ce que nous créons, de nos émotions, de nos pensées, et de trouver une certaine autonomie à pouvoir s'auto-nettoyer, s'auto-guérir, s'auto-gérer, tout en comptant sur les autres pour nous faire des miroirs, hein. C'est vraiment le terrain de jeu merveilleux, les relations, notamment les relations intimes, pour s'observer et travailler sur soi. Alors travailler, c'est un bien grand mot, hein. Il y a une douce évolution qui peut se faire. C'est pas forcément un bras de fer, hein, bien entendu, mais quand même les choses sont montrées. C'est vrai que quand on reste tout seul dans son coin, qu'on n'interagit pas, on est peut-être juste en train de digérer tout ce que l'on a vécu, mais on n'est plus non plus en processus d'évolution, puisque là, on est en train de s'enfermer dans notre zone de confort, parfois qui génère beaucoup de souffrance et de solitude, et dont on a énormément de mal à sortir pour retourner relationner avec les autres, hein. Ça ne veut pas dire se mettre en couple, hein, ça veut dire interagir, partager, se mettre en lien. Donc
attention à l'écueil de la solitude comme excuse pour ne plus travailler, pour ne plus se mettre en lien avec le monde, qui là va renforcer la blessure d'abandon, de rejet et toutes les blessures évidemment qui vont activer chez les autres le sauveur, le bourreau, etc., etc. Vous connaissez ces notions, j'imagine. La dynamique profonde serait de trouver la source de joie et la grande force que nous portons tous. C'est ça notre fameux phénix. Bien sûr, avec le grand trigone d'eau qui traverse cette pleine lune, on est dans une émotion, un environnement très intuitif où il y a beaucoup de sensibilité exacerbée. Où on est invité évidemment à se connecter en profondeur à nos émotions qui sont intenses, mais aussi, ne l'oublions pas, à notre créativité, à nos dons artistiques, notre imagination, notre empathie, notre compassion. Et l'écueil, le piège serait d'être, comme je le disais tout à l'heure, dans une trop grande introspection et de se noyer dans notre vulnérabilité, dans nos eaux et dans nos émotions abyssales et de développer une forte négativité et de rentrer dans ce que j'appelle le rabougri, hein, le truc qui est tout triste à l'intérieur de nous, qui nous rétracte. Et je pense qu'une des voies de sortie, de guérison de cet état-là, c'est de réussir à poser ses limites. Et c'est vrai qu'un Neptune Poisson n'aide pas actuellement à faire ce travail, mais c'est quand même une proposition de réussir à canaliser toutes ces énergies de manière positive et de prendre vraiment soin de soi. Et quand on prend soin de soi, on peut prendre soin de l'autre. Et c'est toujours ce même message qui est répété avec l'axe d'incarnation, avec ce nœud nord en bélier qui nous demande de mieux prendre soin de nous pour pouvoir retourner dans la relation à l'autre. Et n'oublions pas que le nœud sud qui en face est en balance nous dit que nous sommes remplis, c'est comme une petite cuvette, de tous les talents, les potentiels, les expériences accumulées dans cette vie et dans d'autres espaces et au-delà, et que nous sommes porteurs de cette belle énergie de la balance en nous, de ce désir de solidarité, d'altruisme, de mise au service, de poésie, enfin toutes les belles qualités que porte la balance, hein, que j'ai largement décrites dans l'audio de la nouvelle lune précédent. Donc, vous pouvez retourner écouter cet audio pour voir un petit peu comment je perçois ce signe de la balance. Donc là, on nous demande un petit peu de lâcher ça pour vraiment faire focus à cette pleine lune sur la relation de soi dans sa famille et vis-à-vis de l'autre. Donc, je vous souhaite une très très belle pleine lune. N'hésitez pas à me contacter par mail pour que je puisse vous donner mes prestations diverses et variées. Et tout est en barre de description. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses et puis à tout bientôt.